nous sommes réunis ici pour ce deuxième panel, le panel 4, sous la thématique gestion de crise et relations au changement. Quel management pour assainir les relations et réussir l'intergénérationnel? Alors, j'aimerais repréciser que la thématique globale de cette deuxième édition du sommet virtuel QVCT, c'est concernant la qualité des relations comme levier de la SQVCT et la performance globale des entreprises. Et donc, dans cette thématique-là, pour ce quatrième panel, on va parler de la gestion de crise et relations au changement. Alors, je vais commencer probablement par vous, monsieur professeur Pascal Adjoa, mais avant, il faut que je vous présente parce que j'ai oublié de vous présenter. Donc, monsieur professeur, pardon, Adjoa Pascal, vous êtes professeur ORL, médiateur, arbitre et négociateur. Madame Marie-Pascale Mire, vous êtes consultante en management de ressources humaines, coach en évolution professionnelle, MP Performance Coaching. Et nous avons normalement avec nous Madame Yvonne Nabintou, qui est la fondatrice et directrice générale de Odari Manpower et Services, qui vient de la RDC. Alors, Madame Mire vient de la France et le professeur Pascal Adjoa vient de la Côte d'Ivoire. Alors voilà, donc voilà, Madame Nabintou est là, elle nous a rejoint. Bonjour, comment allez-vous? Votre micro est sur mute. Alors il faut débloquer le micro. Voilà. Oui, voilà. Je vais très bien, un peu dans le rush, mais bon, ça va. D'accord, ok, c'est parfait. Merci en tout cas de nous avoir rejoints malgré vos emplois du temps, je le sais, très très chargés. Alors, je vais donc commencer cette deuxième discussion, ce deuxième panel, avec une question que je vais poser au professeur Adjoa Pascal. Professeur, alors, comment s'installe une situation de crise en entreprise? Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième partie de la question, c'est quel est le management, quel management mettre en place pour rétablir justement le relationnel? Donc, la première partie de la question, comment s'installe une situation de crise en entreprise? Je vous laisse la parole, professeur. Ok, bonjour à tout le monde. Alors, la situation de crise est la conséquence d'un conflit, d'une opposition entre deux acteurs de l'entreprise. Les acteurs de l'entreprise étant bien sûr l'ensemble, c'est-à-dire depuis la hiérarchie, les dirigeants, le personnel, les clients, les fournisseurs, enfin, tous ceux qui participent à la vie de l'entreprise. Eh bien, ce conflit, qui est appelé un différend ou un litige, est lié à une opposition soit d'idées, de valeurs, d'ambition, même d'intérêts entre ces acteurs de l'entreprise ou entre deux groupes d'entreprises, deux groupes d'acteurs de l'entreprise et qui initialement, sont arrivés, ont collaboré et puis à un certain moment, il y a eu un souci qui a fait qu'ils se sont retrouvés donc en conflit. Et cette attitude négative peut freiner le fonctionnement de l'entreprise, du service et même de l'entreprise. Le conflit peut être latent, on peut ne pas le voir, il est en sourdine, ou au contraire, le conflit peut être violent, peut être patent, peut être connu et vraiment perturber véritablement l'ambiance de l'entreprise. Cette opposition entre les deux parties, eh bien, en conflit va entretenir cette situation conflictuelle et donc la crise va être là, va être durer, va être intenable, va déséquilibrer le fonctionnement de l'entreprise qui jusque-là avançait. Et cette crise donc va être le résultat avec tous ces éléments perturbateurs, quels qu'ils soient. Hein. Donc des conséquences vont impacter fortement le développement de l'entreprise, quel que soit. Même si au départ on ne regarde pas ça de manière visible, mais forcément, à un certain moment, il peut y avoir un certain nombre de choses, surtout quand les entreprises sont petites. OK, d'accord. Donc, alors, on comprend maintenant comment est-ce qu'une gestion, comment une crise se crée. Comme vous l'avez dit, hein, c'est à partir d'un conflit. Maintenant, quel type de management mettre en place justement pour rétablir le relationnel lorsqu'il y a une crise dans une entreprise?
Non. D'abord, ce relationnel, il est obligatoire à rétablir le plus vite possible. Mhm. Il est véritablement important que le chef d'entreprise ou que l'équipe dirigeante évite de faire la politique de l'autruche et attaque ce souci-là. Parce D'accord. qu'il peut avoir des conséquences qui sont terribles. Alors, c'est la discussion, c'est le dialogue, c'est le rétablissement du relationnel, mais tout cela d'abord en voyant avec les parties en conflit pour qu'ils acceptent le principe de s'asseoir à une table et de pouvoir discuter. Ensuite, le médiateur va pouvoir mettre en place tout un ensemble de processus qui vont lui permettre, dans la confiance, dans son impartialité, dans sa neutralité, dans la confidentialité, permettre aux parties de pouvoir échanger dans le respect, dans une certaine sécurité et pouvoir dire chacun quel est son désaccord, quels sont les points sur lesquels il n'est pas d'accord, et ensuite faire la clarification de chaque point de désaccord pour en venir à une solution consensuelle sur chaque point. Mhm. Après, Mhm. on peut maintenant s'entendre sur comment reprendre ce relationnel-là et quand il est repris et quand on s'est réconcilié, en guillemets, eh bien, on va continuer à collaborer. Alors, professeur, la question peut-être que je vais vous poser, c'est par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de confiance. Lorsqu'il y a justement gestion de crise, lorsqu'il y a conflit, il y a, vous l'avez même dit, hein, il y a un problème au niveau de la confiance. Comment cette confiance-là peut être rétablie Non. dans C'est le pour donner management qui plus sera de mis en chance place? à cette confiance d'être établie. La première des choses, c'est de gérer, c'est que le gestionnaire de ce rétablissement de la confiance puisse être extérieur à l'entreprise. Dès qu'il Mm. est intérieur à l'entreprise, les parties ne sont plus très enclins à pouvoir vraiment se livrer. Il faut vider son sac. Mais pour Mm. pouvoir vider son sac, il faut que le médiateur crée tout un ensemble de processus de sécurisation. Il ne faut pas qu'en vidant son sac, je risque d'être, par exemple, envoyé ou il risque d'avoir un certain nombre d'informations qui puissent fuiter. Donc, la confidentialité de tout cela est importante. C'est pour cela qu'il est important pour les chefs d'entreprise ou les dirigeants d'entreprise de pouvoir s'attacher les services Mm. du médiateur qui veut être le médiateur de l'entreprise, connu et su de tous les membres de l'entreprise. D'accord, merci beaucoup, professeur. Alors, Madame Mir, je viens vers vous maintenant. Quand on parle de gestion de crise, quand on parle de conflit, on pense très souvent justement à l'intergénérationnel dans les entreprises. On voit très souvent des personnes avec un peu plus d'ancienneté dans l'entreprise, des personnes nouvelles dans l'entreprise être en conflit. Et donc, ce conflit-là, comme on l'a vu, va créer justement une crise. Comment est-ce que justement les entreprises peuvent gérer ces crises qui sont donc dues à l'intergénérationnel dans leur entreprise? Bonjour à tous. Bonjour. Donc moi, j'aborderai la question avec deux casquettes. Donc une première casquette, celle de la consultante en management des ressources humaines, et avec la deuxième casquette qui est celle du coach en évolution professionnelle. Mhm. En fait, je fais partie de ces gens qui pensent que la mixité intergénérationnelle est un atout pour développer la performance des organisations. Et je trouve que c'est encore plus vrai en Afrique subsaharienne. D'autant que l'Afrique actuellement se trouve à un carrefour unique, puisque nous avons chaque année 10 à 12 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc ces D'accord. chiffres démontrent bien que la jeunesse représente un potentiel immense pour le développement économique, mais aussi un défi important en termes d'intégration sur le marché du travail. Mhm. Donc la difficulté qui se présente pour les entreprises, c'est à la fois comment recruter les nouvelles générations et d'autre part, comment préparer les départs des seniors tout en assurant évidemment la continuité des activités de l'entreprise. Donc c'est comment tirer parti de cette diversité, puisque je disais au départ que la mixité intergénérationnelle est un atout. Donc, Mhm. qu'est-ce que c'est que l'intergénérationnel? Donc, l'intergénérationnel, en fait,
c'est le fait de faire coexister, collaborer plusieurs générations dans le milieu du travail et aussi de prendre en compte tous les enjeux et toutes les opportunités de cette mixité. Donc, Mhm. pour aborder toutes ces questions-là, évidemment, déjà, première partie, donc en tant que consultante, c'est de faire ce qu'on appelle un constat, un état des lieux, hein, Tout un à fait. diagnostic de la situation. Quelle est la situation? Donc, évidemment, les situations sont multiples, hein, puisque toutes les entreprises sont différentes en termes de secteur, et on sait que chaque individu est unique. Donc, de par mes observations, en tant que consultante, ce que j'ai pu noter dans les environnements dans lesquels j'ai intervenu, Oui, c'est par exemple des problèmes liés à la différence de valeurs et de priorités. d'accord. Donc, on sait que les générations plus anciennes accordent souvent beaucoup plus d'importance à la stabilité, à la sécurité, tandis que les jeunes générations valorisent plutôt la flexibilité, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, et aussi un facteur très important, c'est le sens donné au travail. Voilà, ils ont vraiment un souci, ils veulent savoir, bah, quand on leur donne des missions, quel est Mhm. le sens de la mission? Ça, c'est un des constats que j'ai pu faire. Il y a aussi tout ce qui est lié à la différence de communication. On sait que les jeunes générations, par rapport aux générations plus anciennes, hein, excusez-moi, je caricature peut-être un petit peu, mais c'est pour faciliter la compréhension. Oui, On sait que oui. les générations plus anciennes ont tendance à privilégier les modes de communication plus formels, les emails, les réunions en face à face, alors que les plus jeunes préfèrent des moyens plus rapides, informels, Mhm. par exemple les messages instantanés ou les plateformes de collaboration en ligne. Il y a aussi l'aspect lié à la résistance aux changements technologiques. On Mhm. sait que les jeunes générations sont plus souvent à l'aise avec les nouvelles technologies. Évidemment, elles sont nées avec Oui. l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Donc, évidemment, elles sont beaucoup plus à l'aise que nous. En tout cas, moi, c'est mon cas. Il y a aussi la perception de l'autorité et du Mhm. leadership. Donc, on sait que les générations plus anciennes valorisent plutôt la hiérarchie, valorisent aussi les figures d'autorité, alors que les jeunes générations, elles recherchent un style de leadership beaucoup plus participatif, beaucoup plus collaboratif. Je voudrais aussi parler de la gestion du temps et des attentes aussi en matière de carrière. Les jeunes générations, euh, elles ont plutôt tendance à vouloir changer de poste, changer d'environnement, hein. Elles sont plutôt dans ce qu'on appelle les carrières nomades, hein, Mhm. dans le sens où elles vont vouloir multiplier les expériences, ce qui est à l'opposé des plus anciennes générations qui, elles, commençaient dans une entreprise et en général, Et elles faisaient l'aspect, carrière dans l'entreprise. Et ça, c'est absolument. vraiment, c'est de plus en plus vrai. Il y a aussi, lié à tout cela, les stéréotypes et les préjugés. Donc, chaque génération, évidemment, a une étiquette, hein, on va dire, bon, c'est plus ou moins vrai, que les jeunes générations vont être étiquetées comme impatients ou non engagés, alors que les personnes plus âgées, hein, de ma génération, peuvent être perçues comme résistantes au changement. Mhm. Voilà. Donc, je pense aussi, mais bon, je pense que ça, on le verra par la suite. On pourra aborder, évidemment. Il ne suffit pas de faire un constat. On ne va pas se limiter au constat. Il va falloir passer aussi aux pistes de solutions. Et ça, on pourra l'aborder peut-être dans un deuxième temps. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Mire, pour la liste des. Je me suis reconnue un peu dans cette liste-là, justement. C'est vrai que dans le milieu professionnel, on voit cette différence, on voit cet écart
par rapport au style de management, par rapport à la technologie, par rapport à la vision, par rapport à l'autorité. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans plusieurs entreprises, il y a cet écart-là entre les générations. Alors, Madame Nabintou, bonjour à vous encore une fois. Euh, alors, vous êtes sur mute. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un peu de votre côté, pour vous donc qui êtes dans ce domaine, euh, comment est-ce que justement les gestions de crise, la gestion de crise et la relation au changement peut-elle être, comment je peux dire ça, manœuvrée dans les entreprises? Quel type de management pensez-vous peuvent assainir justement ces relations-là? D'accord. Comment la gestion de crise ou les gestions des crises peuvent être manœuvrées dans les entreprises? Oui, la gestion de crise et la relation au changement. Oui. Oui. Ça dépend vraiment des crises. Je vais citer quelques exemples du vécu. Mhm, Euh, alors, il y a eu des crises par rapport au climat pays, en milieu expatrié, ceux qui mhm, viennent d'ailleurs et qui travaillent dans un milieu qui n'est pas les leurs. mhm, Des fois, l'acculturation, et je l'ai vécu, c'est pas du tout ça. Autant, et je parle vraiment du concret, autant dans le pays de X, d'où vient X, on ne partage pas tout ce qu'il y a dans les frigos, on l'étiquette même. Autant dans la culture de Y, c'est un problème. Et la ok, solution dans ces cas de figure, puisque je l'ai vécu, et c'était un contexte où tous les expatriés vivaient en team house, hein, à maison commune. oui, Dans ces cas de figure, on a pu résoudre en présentant la culture du pays. Et on a mhm, mis carrément une procédure en place pour que chaque fois qu'un expatrié est recruté, en venant, avant même de venir, on lui explique ce qui est acceptable de faire et ce qui ne l'est pas. ah, Et une fois certain. expliqué en amont, l'expatrié avait la liberté d'accepter ou de refuser, hein. Il y en a qui D'accord. refusent. Mm. Non seulement les requis du poste, la fiche de poste et tout le reste, mais la culture du pays, ça peut être un frein. Mm, L'autre type de gestion de crise que je peux évoquer ici, c'est notamment par rapport à l'évaluation de performance. Alors, d'accord. entre N+1 et N-1, et là, comme l'a si bien dit le professeur, la solution ne va pas venir du superviseur du poste, qui est l'auteur de l'évaluation qui crée la crise. La solution vient d'ailleurs. Et l'arbitre dans ces cas de figure, c'est souvent le DRH ou la Mm, DRH, qui est indépendante du service concerné. mhm, L'autre type de gestion de crise, et celle-là, Marie-Pascale l'a évoqué, c'est tout ce qui est intergénérationnel. Et là, bon, elle a dit qu'elle va revenir sur les pistes de solutions après. Bon, je vais la laisser revenir là-dessus. Donc, tout ça, tout ce que j'évoque, c'est pour dire que ça dépend vraiment de crise. À chaque crise correspond un type de solution adaptée. Mais le d'accord. management qui peut résoudre toutes sortes de ces crises-là, c'est pas un management fort, hein, parce que en cas de crise, on a besoin d'un management à l'écoute. Parce que pour Mm, que la solution qu'on mettra en place puisse durer, il faut de la co-construction. absolument. Ensemble, on fait le diagnostic. Ensemble, on dit ce qui ne va pas. On touche vraiment à la plaie. Et ensemble, on construit la solution qui va perdurer, qui va rester dans la durée. Si on rate de le faire comme ça, la crise peut renaître d'une autre façon. Mm. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé de co-construction. Pour qu'on puisse co-construire, il faudrait que les deux parties soient à même de se mettre autour d'une table et qu'ils acceptent de voir le problème et de dire ensemble, on va trouver la solution. Mais quand ce n'est pas le cas, par rapport justement à l'entreprise, quand l'entreprise n'est pas prête à faire le pas pour co-construire, comment est-ce qu'on fait justement pour gérer une crise? Parce que très souvent, il y a des employés, des collaborateurs peuvent se dire être victimes parfois dans certains conflits. Ils peuvent voir l'entreprise comme étant celle qui justement, comment je peux dire ça, pour être politiquement correct, l'entreprise va être celle finalement qui va user de tous ces outils pour pouvoir, je ne sais pas moi, acculer un peu l'employé. Comment Tout est-ce à qu'on fait.
fait pour gérer une crise lorsqu'il n'y a qu'une seule partie qui est en mesure d'être assez ouverte pour pouvoir trouver une solution? Je vous laisse la Dans la- parole à tous les deux, D'ac- Madame Nabitou et puis ensuite professeur. D'accord. Dans la plupart des pays, les collaborateurs sont considérés comme la partie la plus faible dans la Absolument. relation contractuelle. Et il y a des mécanismes de protection dans tous nos droits du travail et où les employés ont des mécanismes pour aller en dehors de l'entreprise et dénoncer une situation dont les chefs, les dirigeants sont auteurs. Ça peut être du harcèlement sexuel, ça peut être du harcèlement moral, ça peut être de l'abus de pouvoir. Et là, ce n'est pas le dirigeant qui va être la solution parce qu'il fait partie du problème. Donc, il y a les instances externes que moi je recommanderais, telles que le ministère du Travail, les inspections du travail, un niveau plus bas, les syndicats nationaux qui sont externes à l'entreprise. Et ça marche aussi pour arriver à mettre les deux parties sur la table et à trouver des solutions. Et quand ça vient de l'État, quand ça vient du Code du travail, on ne sait pas s'y dérober. Merci beaucoup à Madame Nabitou. Alors, monsieur, professeur, je vais y arriver, hein, professeur, j'arrête pas de dire monsieur, mais... C'est pas grave. Alors, professeur, je vous donne la parole. Voilà. Donc, ma question, c'était justement, quand on n'a pas cet aspect de co-création pour trouver une solution, comment est-ce qu'on fait? Je vous laisse la parole. Alors, j'ai beaucoup apprécié les premières des interventions précédentes. Et Oui. en fait, dans le cadre de règlement des conflits par les modes alternatifs de règlement, dont la médiation, il faut privilégier l'amiabilité. C'est vrai qu'il y a des règles qui sont là, il y a des tribunaux, il y a qui existent, mais nous Oui. privilégions l'amiabilité. Et vous savez, quand la crise survient, la personne en crise, elle est peut-être en crise à l'extérieur de l'entreprise déjà. OK. Donc, elle prend sa crise et elle transfère la crise à l'entreprise. Et l'entreprise elle-même, déjà, bon, il y a tous des éléments qui sont là prêts aussi à le mettre en crise. Et puis, Absolument. il peut y avoir aussi des dérapages, dont tout à l'heure ça a été évoqué, notamment les risques psychosociaux et tout ça, dont les harcèlements interviennent. Mais la crise, nous pouvons la gérer. Nous avons l'ambition de proposer la médiation pour la gestion de la crise. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'avant-crise. C'est-à-dire que si nous pouvons rentrer dans un processus de prévention où le médiateur de l'entreprise devient, pas le médecin, mais devient quelqu'un vers qui on peut porter son mécontentement, on peut porter son recours, on peut porter euh, 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 son mal-être, voilà, ou son mal-vivre. Parce que là, c'est déjà un élément extrêmement intéressant, parce que c'est dessus que va se construire le conflit. Le Et très conflit. souvent, on va s'attaquer au conflit, mais on va oublier qu'en dessous, il y a des fois des choses. Bon, c'est vrai, en tant que médecin et médiateur, je suis très souvent à rentrer dans ces systèmes-là. De telle sorte que si, et des fois, la personne vers qui la crise est portée ne sait même pas que le problème va lui arriver. Donc, nous faisons, une fois que la personne nous envoie les éléments de mécontentement, que nous décryptons avec lui pour voir est-ce qu'il n'y a pas effectivement des choses qu'il croit ou qu'il a envie ou qu'il pense que, ou qu'il a vu que. Et donc, à partir de là, on peut maintenant présenter le problème de la crise, ou la raison ou les raisons de la crise à celui vers qui c'est porté, qui en général, bien sûr, est surpris, et lui, le calmer, c'est une chance que vous avez pu avoir l'information. Et puis, maintenant, faire la mise en médiation. Et puis, dégoupiller le système et ne même pas attendre que la crise apparaisse. Puis, bon, bien sûr, après que la crise apparaît, on rentre dans le curatif pour parler médical. C'est ça, c'est ça. Donc, faire comme une espèce de prévention, en quelque sorte, professeur. Exactement. Je vous assure que pour moi, c'est mon combat principal. Quand j'arrive dans une entreprise, si on me donne la possibilité de le faire, je fais des conférences pour dire qui je suis, quel va être mon rôle. Je ne suis pas là pour, je suis là pour. Et puis, ensuite, ça crée une certaine confiance. Je suis extérieur à l'entreprise, je n'ai aucun intérêt avec vous.
et avec les responsables de l'entreprise. Et maintenant, je veux que nous puissions discuter. Et puis, vous avez la possibilité de me saisir. Et on discute de la possibilité de saisine. Et tout, mais je vous assure, tout vient, hein, tout vient. Et même des problèmes extérieurs à l'entreprise. Et ça aussi, il faut Extérieur à s'intéresser l'entreprise. à ça. C'est ça, parce que comme vous le dites, hein, finalement, la crise ne débute pas forcément dans l'entreprise, elle a commencé peut-être à l'extérieur, dans la vie de ces personnes-là. Parce que souvent, on oublie qu'on a une vie à l'extérieur de l'entreprise, mais qu'il y a une influence aussi sur nos performances dans l'entreprise, qu'il y a une influence sur Tout la à vie en fait. entreprise. Merci beaucoup, professeur. Alors, Marie-Pascale, je reviens vers vous. Euh, on a parlé tout à l'heure justement de l'intergénérationnel et que ça pouvait être une force, mais on voit que dans l'intergénérationnel, il y a souvent des défis. Vous nous avez fait toute une liste justement de défis auxquels sont confrontées les entreprises. Est-ce que on peut voir ensemble, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des pistes de solutions justement qui pourraient aider justement à trouver des solutions par rapport aux crises D'accord. Alors, je profite liées à justement l'intergénérationnel. de l'intervention du professeur adjoint en tant que médiateur pour compléter aussi, parce que tout à l'heure, je vous disais que j'ai une casquette de coach Oui. et je trouve aussi également que le coach peut être aussi utile dans Mhm. le cadre de conflits, hein, pour intervenir en entreprise. On n'a pas tout à fait le même rôle, hein, puisque bon, le médiateur, c'est un tiers qui est neutre, impartial. Le Mhm. coach, lui, travaille, il peut à la fois, euh, comment dirais-je, intervenir dans le cadre de séances de coaching individuellement avec une personne. Il peut aussi intervenir dans le cadre de coaching d'équipe. D'accord. Donc lui, le coach, lui, en fait, il va travailler à partir d'objectifs, hein, qu'on se sera fixés. Il peut travailler sur plusieurs thèmes. Donc tout à l'heure, on parlait de risques psychosociaux. C'est vrai qu'on est dans un sommet sur la qualité de vie au travail. Donc, le coach peut faciliter, peut intervenir dans le cadre de séances de coaching sur la gestion des émotions, par exemple, Mhm. sur la D'accord. gestion du stress, Tout à fait. travailler sur les croyances limitantes, par exemple, la confiance en soi aussi, parce que quand on est dans une situation de crise aussi, on s'interroge, on se pose plein de questions et souvent on peut perdre confiance en soi. Et le coach aussi, il peut être aussi un facilitateur pour améliorer Mhm. la communication, soit entre Mhm. entre le manager et son collaborateur. Ça peut être aussi un conflit avec des collègues. Tout Hein, à le fait. conflit, il peut être voilà, de plusieurs formes. Donc, le coach peut être utile pour intervenir dans ce contexte-là. Et puis aussi, il peut intervenir aussi dans tout ce qui est conduite et accompagnement au changement. Changement. Donc, c'est aussi faire prendre conscience à Mhm. chaque génération que le changement peut être vécu différemment. Mhm. Et souvent, le temps de l'entreprise, donc le temps du changement de l'entreprise, n'est pas le même que le temps du changement des salariés. Donc, il y a toutes Mhm. ces notions-là qui sont intéressantes et le coach peut travailler, donc, comme je disais, ou individuellement ou alors avec une équipe. Et donc Sur ça, ces c'est aspects. pour compléter ce que disait tout à l'heure le professeur. Alors, par rapport aux pistes de solutions, alors il y a une piste de solution que je trouve intéressante, c'est la mise en place de programmes de mentorat inversé. Mhm. Souvent dans les entreprises que j'ai coutume de voir, c'est le salarié plus âgé, entre guillemets, senior, qui va être dans le cadre soit du compagnonnage ou du Mhm. tutorat en binôme avec un jeune salarié. Alors que là, c'est différent, le concept est différent, ça va être le jeune salarié qui, qui peut ou qui va accompagner
une personne plus âgée, un senior dans l'entreprise. Donc, ça peut être, par exemple, sur les nouvelles technologies. Mhm, mhm, Il faut aussi s'intéresser à ce que dit la culture d'entreprise. Qu'est-ce qu'elle dit, la culture d'entreprise, par rapport à la diversité? mhm, Comment on intègre les nouvelles générations. Après, dans la diversité, c'est vrai que ça recouvre beaucoup de choses, hein. Il y a la diversité des âges, pas uniquement. Il y a la diversité de genre, la diversité ethnique. Il y a plein de diversités différentes. Qu'est-ce que dit la culture par rapport à ça? Et c'est toujours intéressant de revenir sur le contenu de la culture. Alors, Marie-Pascale, avant de te couper, je m'excuse, il y a déjà quelques questions des participants. Il y en a une justement sur l'intergénérationnel et je pense que c'est important aussi qu'on commence à Même les intégrer les questions. questions des Oui, bien participants. sûr. Donc, cette question-là, je vais te laisser la répondre. C'est lorsque deux ou trois générations qui cohabitent en entreprise en tant que, et je reprends. Lorsque deux ou trois générations qui cohabitent en entreprise et en tant que génération Z, comment prévenir les situations de crise ou de changement? Donc, je crois que la personne dit que elle fait partie de la génération Z. Elle se rend compte que dans son entreprise, il y a deux ou trois générations qui cohabitent et elle se demande Mhm. comment faire justement pour prévenir les situations de crise ou de changement. Bah, justement, c'est tout ce qu'on disait, c'est par rapport aux les pistes de solutions. Mhm, C'est vrai que dans l'intitulé, on avait gestion de crise et relation au changement. mhm, Quel management pour assainir les relations et réussir l'intergénérationnel? C'est vrai que la crise, elle arrive de façon brutale et souvent on est démuni. c'est Alors ça. que le changement, en fait, c'est un peu différent parce qu'on va conduire le changement. Et du coup, on va tenir compte ben, de toutes les situations, toutes les crises, toutes les situations qu'il y a eu à résoudre. Mhm, Et on va mettre en place une conduite du changement, justement, pour prévenir d'autres crises ou d'autres situations identiques. Donc, d'accord. c'est vrai que tout à l'heure, je caricaturais un petit peu, mais je pense qu'on n'est pas loin de la réalité. On connaît plus ou moins quelles sont les situations de conflits qui peuvent survenir en entreprise Mhm, par rapport à justement cette intergénérationnel. Et donc, bah, c'est à travers les pistes de solutions justement que je voulais vous proposer. Donc, déjà. par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé du mentorat inversé. Il y a aussi ce qui peut faciliter, c'est tout ce qui est une culture de communication ouverte et inclusive. Euh, la communication, en fait, elle, elle ne peut pas être, comment dirais-je, la même pour tous. Mhm, On va communiquer différemment auprès de la génération Z que quand on communique auprès de absolument. la génération X ou Y, par exemple. Absolument, absolument. Il y a le style de management aussi qui Mhm, peut aider. C'est faire prendre conscience justement aux managers en les formant au style de management. Il n'y a pas qu'un seul style de management. Et souvent, quand on est dans une relation d'autorité, hein, quand on a un manager plus ancien par rapport à un plus jeune, de manière générale, le management est plutôt, on va dire, autoritaire. Alors qu'en fait, les personnes donc, issues de la génération Z, en fait, c'est pas ce qu'elles attendent du management. Elles attendent justement de pouvoir échanger, que le management soit collaboratif, qu'on puisse mhm, répondre aussi à leurs attentes, etc., qu'on leur donne, ce que je disais au départ, c'est le sens. Ils aiment avoir le sens, qu'on leur donne le sens du travail, quand on travail. leur fixe des missions, qu'on puisse voilà, expliquer pourquoi je te donne telle ou telle mission. Mhm, Voilà. Il y a aussi le team building aussi qui peut être intéressant hein, pour favoriser ben, l'intergénérationnel, des tout à fait. activités culturelles, sportives. Il y a aussi des formations à l'intergénérationnel aussi OK. pour faire prendre conscience des préjugés, des clichés.
toutes les situations qui peuvent se présenter en entreprise et génératrices de conflits. De conflit. Il y a aussi un autre aspect que la génération Z apprécie, c'est la flexibilité aussi dans le travail. Mhm. Souvent, ils demandent à être en télétravail, par exemple, alors que les anciennes générations, elles vont plutôt privilégier des options plus stables ou adaptées à leur style de vie. Absolument. Et puis, la transition aussi technologique, il faut qu'elle soit progressive, hein. On ne peut pas gérer des formations pour des personnes des générations un peu plus anciennes. De la même façon, surtout quand il s'agit d'outils, hein, d'outils de travail. Mhm. Donc, on va peut-être adapter la transition technologique de façon plus progressive pour des personnes d'ancienne génération que des personnes plus jeunes qui, elles, sont beaucoup Je- plus à l'aise par rapport à tous ces outils. D'accord. Alors, merci beaucoup, Marie-Pascale. Mire, je vais maintenant donner la parole à Madame Yvonne Abintou parce qu'il y a une question, je pense que vous allez pouvoir la répondre. Euh, alors, la question vient donc d'un des participants. En termes de gestion de crise, comment un employé doit-il se comporter dans une entreprise dans laquelle le management par le Congossa prime? Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Congossa, c'est un peu... comment je peux expliquer ça dans... Et les racontards, Les on appelle racontes. ça aussi radio Les moquette rumeurs. Voilà, exactement. ou Donc, radio tam-tam, hein, ça dépend où on se situe. où on se trouve. Ou Donc, dessus voilà, ou en dessous de comment... l'équateur, ça dépend. Absolument. Alors, Donc, comment faire, Madame Labinto? moi, j'ai un bel exemple d'un manager qui a su éradiquer ce fléau, qui est le Congo. D'accord. Mhm. Comme vous le savez, chaque fois qu'il y a un nouveau qui arrive, ceux qui adorent le Congo, ça, font des tours chez le nouveau pour dire, Mhm. alors ici, il y a Daisy qui est comme ça, Marie-Laure qui est comme ça, le professeur qui est comme ça. Et pour autant que le management encourage ça, ça continue. Ça continue jusqu'à l'infini. Alors, dans le cas particulier que j'évoque là, ce Oui. manager-là, dès qu'il a reçu la première personne, a supposé que c'est moi, hein, je vais parler de Daisy, et Mhm. dès qu'il a reçu Yvonne, il a dit, Yvonne, OK, c'est bien, tout ça pour que ça soit constructif et que ça nous aide à avancer, et on va appeler Daisy là, et qu'elle nous donne sa version de fait. Ok. Alors, l'auteur du Congo, ça a été estomaqué, mais ça s'est arrêté là, quoi. Donc, Daisy est arrivé, on lui a dit, voilà, voilà. Donc, aidez-nous à aller de l'avant, hein, Daisy, il faut nous aider, il faut blablabla. Et Daisy a donné sa version de fait et ça s'est arrêté. Donc, ce que je donnerais comme piste de solution, première piste, à cette personne qui est plutôt en position des collaborateurs, c'est de ne pas faire partie du problème. Mhm. Même si c'est courant dans la boîte, même si le Congo, ça peut arriver à être bénéfique pour l'auteur, parce qu'on en a vu hein, des personnes qui, parce qu'ils colportent, et face à un manager qui adore ça, ben, ils ont des bonus, ils ont des formations à l'externe, ils ont Absolument. tout ce qu'il faut. Et même si ça bénéficie à quelqu'un, refusez d'abord de faire partie du problème. Mhm. Parce que le Congo, ça ne vit que comme ça en entreprise, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des personnes qui aiment ça et qui continuent à le perpétuer. Faire partie Mhm. de ceux qui posent le problème. Je ne, peut-être certains ici ont déjà vu l'étiquette. Il y a une étiquette une image qui m'a marqué. Euh, un collaborateur qui a mis sur son fauteuil, ne venez pas me raconter. Si ce n'est pas professionnel, si ça ne nous avance pas, ne venez pas me raconter. Donc, je suggère à la personne qui a posé la question d'être ce genre de personne. Se dire qu'en milieu professionnel, bien sûr, on y passe beaucoup de temps, mais on vient en détail, j'ai envie de dire. Chacun vient pour son propre compte, ramener quelque chose à la maison, se développer, etc. Et faire partie du problème, ça ne devrait pas faire partie de ses plans. Et c'est qu'on vient rechercher un milieu professionnel.
Peut-être que si vous permettez, alors c'est là Oui, professeur. effectivement que dès que le médiateur est au courant de ça, donc le processus arrive à son niveau, il doit aider à la vérification, demander à celui qui vient, elle, vérification exactement de ce que vous êtes en train de dire, et puis clarification, et ensuite maintenant, stop. Voilà. Donc, Exact. pour éviter que ça se propage encore plus. Et puis maintenant, ensuite, vous passez l'information à tout le monde, voilà ce qu'il en est exactement. Mhm. Ce n'est pas pour, bon, éviter aussi de présenter l'auteur comme étant Oui, là, que c'était vous n'êtes choquant. pas Dans le tout cas là. que j'ai évoqué, c'était Voilà. choquant, J'allais mais dire ça, un peu, le c'est... professeur utilise des mots vraiment très professionnels pour décrire ce que vous aviez décrit, Oui, Madame Naki. Voilà. oui. C'est le même Je voudrais dire processus. aussi par rapport à ça, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est aussi, le coach, je dirais, c'est travailler aussi la confiance en soi. Je veux dire, être Oui, sûr de ce qu'on est, être bien, absolument. à l'aise dans ses baskets. Et Mhm. puis, on dit Je aussi suis d'accord. qu'il y a ce qu'on appelle le cercle d'influence, Mhm. dans le sens où on ne peut pas empêcher les gens de penser, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Et je pense qu'on peut s'épuiser justement à tenir compte des racontars ou des congossas ou de tout ce qui peut être dit autour de nous. Ça peut Mhm. épuiser. Il y a Mhm. aussi une autre dimension aussi que je trouve intéressante, c'est aussi quand même quand il y a des choses qui circulent sur notre compte, c'est aussi être capable de prendre en compte ces choses-là et de les analyser. Parce qu'on sait tous que euh, nous, on se voit nous-mêmes, hein, et souvent on est Oui. indulgent vis-à-vis de nous-mêmes, mais Mhm. ce que, il y a les gens qui sont autour de nous, voient des choses que nous ne voyons pas de nous. Donc, Oui. ça participe aussi Oui. à une meilleure connaissance de soi. Donc, il faut prendre aussi parfois ce qu'on dit ou ce qu'on peut entendre, bien sûr avec une bonne distance, comme Oui. aussi une opportunité pour mieux se connaître, apprendre à se connaître, et ça peut être finalement enrichissant. Donc, il faut aussi le prendre de ce côté-là, pas forcément le voir comme quelque chose de négatif, Mhm. mais voilà, j'ai appris des choses sur moi. Effectivement, on a dit ça, mais pourquoi on l'a dit? Et Mhm. finalement, bah, ça peut nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Voilà, on en apprend tous les jours, hein. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Marie-Pascale. Alors, on a une dernière question, mais je pense que vous avez déjà répondu à cette question. C'est, y a-t-il une différence entre une situation de changement et une transformation? Oui, je peux dire quelque chose. Oui. Euh, En général, la différence entre le changement et la transformation, c'est que le changement, on part d'un point A pour aller vers un point B. En Mhm. revanche, la transformation, on sait d'où on part, mais on ne sait pas où on va. Et c'est exactement, si pour illustrer ce que je dis, c'est tout ce qui est autour des nouvelles technologies et Mhm. tout ce qui est autour de l'information, les nouvelles technologies. On se rend compte que on était parti du téléphone portable, de l'ordinateur, du téléphone portable, des smartphones, et là on va vers l'intelligence artificielle. On ne maîtrise plus. En fait, et c'est vraiment ce qui recouvre tout ce qui est transformation, c'est parce qu'on avance, on évolue et on apprend en fait au fur et à mesure et on découvre, on est parfois étonné. Alors que le changement, donc on part d'un point A pour aller vers un point B. Donc le Entendu. changement, sans vouloir rentrer trop dans les détails, il peut être soit souhaité, soit subi. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que, Yvonne, vous voulez peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, Marie-Pascale a tout dit sur les sujets. Hmm. Merci beaucoup. Alors, il reste 3 minutes. Je vous laisse peut-être faire un dernier tour de table parce qu'on va terminer à 15 heures. Est-ce que vous avez un dernier mot à partager justement à nos participants, à notre audience sur la question de la gestion de crise, sur la question de l'intergénérationnel? Mhm. Peut-être professeur? Bon, les hommes d'abord, alors. C'est Alors, pas grave. merci beaucoup. Moi, j'ai participé avec beaucoup de plaisir. Ce que je peux demander aux chefs d'entreprise, c'est de faire confiance et de s'intéresser à ces spécialités qui arrivent
et qui essaie de leur concocter quelque chose pour qu'ils puissent être plus efficaces. Et c'est pas parce qu'on est bénéficiaire dans l'entreprise que tout va bien. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire, qu'on n'a pas dit quelque chose qu'on n'a rien à dire. Donc, je pense que c'est important pour eux de tout faire confiance et puis éventuellement de nous utiliser, j'allais dire, ensemble, ce qui nous permet effectivement d'être plus efficaces. La médiation, que ce soit le coaching ou que ce soit notre élément. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, professeur. Alors, avant de vous passer la parole, juste, je voudrais rappeler aux participants qu'il y a un sondage qui va apparaître sur les pages. Donc, surtout, n'oubliez pas de le remplir. Et voilà, ça va permettre justement au cabinet de savoir si vous avez aimé ces discussions-là. Alors, Madame Yvonne Nabintou, je vous laisse la parole pour un dernier mot. Ce que j'aimerais dire, moi, à mon niveau, c'est que les crises, on ne sait pas y échapper. Hein. Les crises, ça fait partie de ce qui fait grandir non seulement une personne, mais aussi une entreprise. Et une des meilleures façons de les résoudre, c'est vraiment de rester dans la prévention. N'est pas être chiche dans les détails. Autant on peut écrire nos process, autant on peut imaginer nos façons de collaborer en entreprise ou en famille. Hein. Là, on est vraiment dans le cas des entreprises. Bref, n'est pas être chiche dans comment est-ce qu'on énumère notre façon de fonctionner pour éviter qu'il y ait quelque chose qui nous échappe. Et les crises, c'est vraiment une opportunité de nous améliorer à chaque fois. Donc, le prendre du bon côté et les managers comme les collaborateurs, autant que faire s'il peut, éviter de faire partie du problème. Merci beaucoup, Madame Nabintou. Alors, Madame Mir, je vous laisse le dernier mot. Alors, bon, qu'est-ce que je vais dire par rapport, bon, je l'ai dit déjà de prime abord, c'est que pour moi, la mixité intergénérationnelle, c'est une richesse. Plus l'entreprise, en fait, et d'ailleurs, beaucoup d'études le démontrent, plus l'entreprise est diverse, plus elle est performante. Donc, c'est en conjuguant, on va dire, nos talents, les talents des plus anciennes générations, les nouvelles générations, que l'entreprise va pouvoir être performante. Et ça participe aussi au bien-être, hein, puisqu'on est dans un sommet sur la qualité de vie, c'est le bien-être. Et quand les gens se sentent bien dans l'entreprise, ils sont performants. Parce que ils vont vendre l'entreprise et ils vont être les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Et c'est vraiment un signe de vitalité et le mélange, en fait, la diversité des idées, etc., la diversité des genres, la diversité des âges, c'est vraiment une richesse. Et même lorsqu'on arrive dans des situations de crise, je rejoindrai ce que disait tout à l'heure Yvonne, c'est prendre justement ces crises et les transformer en fait en opportunités pour que tout le monde soit gagnant et que l'entreprise gagne plutôt qu'elle y perde. Voilà ce que Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous trois d'avoir participé donc à ce panel. Ça y est, il est 15 heures, c'est l'heure de nous quitter. Raïssa, je vais te laisser la parole pour clôturer ce panel en vous invitant à rester à tous les participants parce qu'il y a après ce panel, donc il y a un atelier qui va avoir lieu. Et je vais donc passer la main maintenant à Raïssa. Merci. Merci, Daisy. Merci. Merci, professeur. Au revoir. Au revoir.